Mon grand-père a levé son verre à travers une table scintillante de lustres et de bougies à la cannelle et a dit, « Content que tu profites du fonds d'études que nous t'avons constitué. » J'ai figé. Ma fourchette est restée en suspens. Quel fond, ai-je demandé, et les rires autour de nous se sont éteints comme si quelqu'un avait coupé le courant. Mon père a toussé dans sa serviette, du vin se répandant sur son poignet. Le visage de ma mère est devenu livide. Puis ma petite cousine a chuchoté, « Attends, tu ne savais pas. » Et c'était Noël. La nuit où un toast insouciant a mis le feu à tout ce que je croyais être ma famille. Au moment où la table a été débarrassée, j'avais cessé d'être leur fille tranquille et j'avais commencé à devenir quelque chose qu'ils n'auraient jamais vu venir. Noël était censé être un retour à la maison. Mais entrer dans le manoir de mon grand-père ressemblait plus à entrer dans un musée où je n'avais pas ma place. L'allée brillait sous des lumières dorées, et à travers les hautes fenêtres, je pouvais déjà voir la famille réunie autour de la grande table. Tout le monde avait l'air soigné, les boutons de manchette en soie et les sourires répétés pour les photos. J'ai lissé les plis de ma robe d'occasion et je me suis dit de respirer. Pour une fois, je voulais juste survivre à la nuit sans me sentir étrangère à ma propre lignée. À l'intérieur, la chaleur et la cannelle enveloppaient l'air. Grand-mère Marguerite s'est dépêchée de sortir de la cuisine avec un plateau de brioche, m'appelant toujours ma chérie comme elle le faisait quand j'avais 10 ans. Sa voix était la seule chose qui semblait encore réelle dans cette maison. Grand-père Daniel était assis en bout de table, ses cheveux argentés brillant sous le lustre, un homme dont la confiance pouvait remplir la pièce même en silence. Quand il m'a vu, ses yeux se sont adoucis. « Tiens, ma Chloé » a-t-il dit, et pendant un instant, le nœud dans ma poitrine s'est desserré. Mes parents sont arrivés quelques instants plus tard, bruyants et apprêtés, riant trop fort aux blagues de l'oncle Bernard. Mon père m'a tapé sur l'épaule comme si nous étions des étrangers partageant un nom de famille. Ma mère m'a embrassé l'air près de la joue et a murmuré, « Essaie d'avoir l'air détendu, ma chérie. » J'ai hoché la tête, faisant semblant de ne pas entendre le tremblement dans sa voix. Lucas. Mon frère n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Cela faisait des mois que nous ne nous étions pas dit plus d'une phrase. Alors que le dîner commençait, la table scintillait de dindes rôties, de purée de pommes de terre noyées dans le beurre et de verres en cristal remplis de vin dont je ne pouvais pas prononcer le nom. J'étais assise entre grand-mère et tante Sophie, qui a immédiatement commencé son interrogatoire rituel, études, vie amoureuse, le tout livré avec cette douceur sirupeuse qui ressemblait plus à un test qu'à de l'intérêt. J'ai souri à chaque question, donnant des réponses courtes et nettes tandis que mes doigts traçaient le bord de mon assiette. Le rire de grand-père a résonné du fond de la pièce, profond et stable, le son de quelqu'un fier de la famille qu'il avait bâtie. Pendant un instant, j'ai presque cru à cette illusion. Je le voulais parce qu'il était plus facile de faire semblant que tout allait bien, que mes parents n'étaient pas les mêmes personnes qui ignoraient mes appels quand le loyer était dû, qu'ils n'avaient pas cessé de me poser des questions sur mes cours, que je n'étais pas assise là dans une robe achetée avec mon dernier salaire. Les bougies vacillaient. Quelqu'un a versé plus de vin. J'ai regardé autour de cette table parfaite et j'ai pensé, peut-être que cette année sera différente. Peut-être que la chaleur pourra durer plus d'une nuit. Mais quelque part au fond, une voix tranquille a murmuré la vérité que je ne voulais pas entendre. La paix dans cette famille précédait toujours la tempête. Au moment où le verre de grand-père a heurté la table, toute la pièce a semblé rétrécir. Sa voix avait porté de la chaleur il y a une seconde, mais les mots sont restés suspendus comme de la fumée. Content que tu profites du fonds d'études que nous t'avons constitué. Pendant un instant, personne n'a réagi. J'ai cligné des yeux. Quel fond, ai-je demandé. Les mots étaient calmes mais assez tranchants pour fendre l'air. C'était comme si j'avais déclenché une réaction en chaîne. La chaise de papa a raclé. Il a toussé fort, la main sur la bouche, du vin se répandant sur sa manchette. La fourchette de maman est tombée, son visage devenu pâle. Même la lumière du lustre semblait plus froide. Maxime, mon cousin de 8 ans, a levé les yeux de sa purée, les yeux grands et honnêtes. « Attends, tu ne savais pas » a-t-il chuchoté. La table est devenue silencieuse à l'exception du léger ronronnement des bouches de chaleur. Grand-père a froncé les sourcils. Le fond a-t-il répété lentement comme s'il expliquait quelque chose de simple à un enfant. Celui que nous avons créé quand tu es né.
Nous l'avons alimenté chaque année. Tes parents le géraient. Je me suis tournée vers mon père. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée. Maman fixait son assiette, l'argent de sa bague tremblant contre la porcelaine. Vous le gériez, ai-je dit, chaque mot plus lourd que le précédent. Parce que j'ai vécu de café à 5 € et de nouilles au micro-ondes, et d'une manière ou d'une autre, ce fond ne m'est jamais parvenu. La voix de maman est sortie faible. Chloé, s'il te plaît. Nous l'avons utilisé pour des urgences, pour la maison, pour l'appareil dentaire de Lucas. Tu t'en sortais bien. Bien. J'ai ri, le son était cassant. Savez-vous même à quoi ressemblait le « bien » pour moi? Travailler la nuit tout en étudiant, sauter des repas pour payer le loyer. Vous appeliez ça « bien », point. L'expression de grand-père s'est durcie, toute la fierté de sa posture s'évanouissant. Cet argent n'était pas le vôtre, a-t-il dit, les yeux sur mes parents. Nous avons clairement dit que c'était pour Chloé, pour son avenir. Le ton de papa est passé de la culpabilité à la défense. Peut-être que si vous n'aviez pas insisté pour le mettre à nos noms. Assez, a claqué grand-père, sa voix coupant l'air comme du verre brisé. Nous vous avons fait confiance. Le silence qui a suivi était insupportable. Les yeux de ma grand-mère brillaient. Tante Sophie s'est penchée en avant, sentant des potins déguisés en préoccupation. Mes cousins fixaient leurs assiettes, et moi, je ne pouvais plus respirer. J'étais assise là, entourée d'or, d'argenterie et de porcelaine fine, réalisant que la famille qui prêchait la loyauté avait volé mon avenir, une urgence à la fois. J'ai repoussé ma chaise. Le grincement a résonné sur le parquet poli. Vous m'avez laissé me noyer, ai-je dit doucement. Et vous avez regardé. Maman a tendu la main, mais j'ai retiré la mienne. Ne fais pas ça, ai-je dit, ma voix basse, stable. Vous ne pouvez pas arranger ça avec des larmes. Je me suis levée. Le lustre a vacillé au-dessus de ma tête, projetant des éclats de lumière sur leur visage. Personne ne m'a suivi quand je suis sortie. Dans le couloir, mon reflet a éclaté dans un miroir encadré d'or, petite, furieuse, méconnaissable. Et quelque part au fond, sous les tremblements, une nouvelle pensée s'est formée. S'il pouvait mentir si facilement, il n'avait aucune idée de ce que la vérité pouvait faire. L'air extérieur était plus froid que dans mes souvenirs. Mon souffle sortait en nuages, net contre la nuit. Le manoir derrière moi brillait chaudement et dorément, mais chaque fenêtre semblait être un œil me regardant partir. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. J'ai conduit chez moi en silence, serrant le volant si fort que mes phalanges me faisaient mal. Quand je suis arrivée à mon appartement, ma robe sentait encore les fleurs, les roses et la fumée. Je l'ai arrachée, l'ai laissée tomber sur le sol et me suis assise au bord de mon lit, tremblante. J'entendais encore la voix de grand-père, claire comme du verre. Le fond que nous avons créé pour toi et celle de papa, nous voulions le remplacer. Chaque mot rejouait comme un mensonge que j'avais été entraînée à accepter. Autour de moi, tout semblait plus petit que ce matin-là. La peinture écaillée, la lumière vacillante, la pile de factures sur mon bureau, à moitié payées, certaines non ouvertes. Les chiffres se sont brouillés alors que je les fixais. Loyer, frais de scolarité, courses, intérêts. Chaque sacrifice que j'avais fait, chaque heure que j'avais passée à croire que la lutte était noble, tout cela avait été inutile. Ils m'avaient laissé vivre comme ça pendant qu'ils construisaient leur confort avec de l'argent qui m'était destiné. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai cherché la banque que grand-père avait mentionnée en passant, une que je n'avais jamais utilisée. Après une heure d'impasse et d'appels téléphoniques hésitants, j'ai finalement réussi à parler à quelqu'un. Avez-vous un compte à mon nom, Chloé Dubois? La musique d'attente a duré trop longtemps. Puis une voix est revenue, prudente et hésitante. Oui, mais le solde est 0. 0. Le mot semblait presque doux, comme s'il essayait de ne pas me faire de mal, mais il l'a fait. La représentante a hésité. Des retraits ont été effectués régulièrement, signés par Jean et Martine Dubois. Je les remerciais, j'ai raccroché et je me suis assise dans le noir. Pas de musique, pas de larmes, juste le silence pressant contre les murs. Le lendemain matin, je suis entrée au bureau d'aide juridique du campus, serrant un dossier de chaque morceau de papier que je pouvais trouver. Relevé de prêt, fiche de paie,
lettre de bourse. La femme derrière le bureau a écouté tranquillement, feuilletant les pages. Quand elle a finalement levé les yeux, son regard était stable. Chloé, si ce fonds a été créé pour tes études, et qu'ils l'ont utilisé pour eux-mêmes, c'est un détournement de fonds. Le mot a plané lourdement entre nous. Moche, légal, définitif. Est-ce un crime, ai-je demandé. Ça peut l'être, a-t-elle dit doucement. Si tu veux poursuivre, commence à recueillir des preuves. Cette nuit-là, j'ai fait exactement cela. J'ai construit une pile de preuves plus haute que mes manuels, des factures, des relevés, chaque trace de la vie que j'avais survécue sans leur aide. Je les ai étalées sur mon sol, pièce par pièce, jusqu'à ce que le tapis disparaisse sous le papier. Chaque document était une cicatrice que je pouvais enfin voir. Quand j'ai eu fini, je suis restée là, dans le silence, entourée de la vie qu'ils avaient volée, et j'ai réalisé que je n'étais plus impuissante. Ils m'avaient appris que le silence était une force. Mais maintenant, je connaissais la vérité. La force était de parler en premier et de laisser la vérité faire le reste. Noël est arrivé vite cette année-là, enveloppé de fausses joies et de lumière qui ne réchauffaient rien. La même maison qui avait brillé à Thanksgiving semblait maintenant plus froide, comme si même l'or des lustres ne pouvait pas cacher les fissures. J'ai failli ne pas y aller, mais grand-père m'avait appelé lui-même. « Tu devrais être ici, Chloé, avait-il dit. Tu mérites d'être là. » Alors j'y suis allée, non plus en tant que fille tranquille, mais en tant que femme qui connaissait la vérité. La porte d'entrée s'est ouverte sur la même odeur de cannelle et d'argent. Mes parents étaient déjà là, habillés pour correspondre à la pièce, parfaitement apprêtés, parfaitement faux. La voix de maman a monté quand elle m'a vue. « Chloé, tu es venue, a-t-elle dit, comme si j'avais fait quelque chose de généreux. Papa a fait un signe de tête raide, la mâchoire serrée. Il ne m'avait pas regardé dans les yeux depuis Thanksgiving. Lucas a marmonné un « salut » à moitié convaincant depuis le canapé. J'ai accroché mon manteau et j'ai jeté un coup d'œil vers la salle à manger. La table était de nouveau mise. Même porcelaine, même argenterie, même place. Seulement cette fois, la chaleur avait disparu. Grand-mère se tenait près de l'entrée de la cuisine, les mains tripotant son tablier. Grand-père était assis en bout de table, impénétrable. Le dîner a commencé comme tous les dîners des Dubois, petite discussion avec des piques. Le temps, les prix du travail, et tante Sophie a laissé tomber des commentaires passifs-agressifs comme « Dis donc, Chloé est toujours dans ce petit appartement, ma chère. » Et l'oncle Bernard a fait semblant de ne pas entendre. Je les ai laissés parler. J'ai attendu. À mi-chemin du repas, papa s'est levé et a tapé son verre avec une cuillère. « Je veux juste dire, a-t-il commencé, un sourire répété sur le visage, que la famille, c'est tout. Nous avons traversé beaucoup de choses cette année, mais ce qui compte, c'est de rester unis. » J'ai senti l'étincelle d'un rire amer monter dans ma gorge, mais je ne l'ai pas laissé échapper. Au lieu de cela, j'ai tendu la main, j'ai soulevé le dossier de mon côté de la chaise et je l'ai posé doucement sur la table. Le bruit qu'il a fait en heurtant le bois a coupé le bavardage. Depuis Thanksgiving, ai-je dit, ma voix stable, je me pose une question. Quel fond ? La pièce a figé. Grand-père a levé les yeux brusquement. La main de maman s'est arrêtée à mi-chemin de son verre. J'ai la réponse maintenant, ai-je poursuivi, faisant glisser le dossier vers le centre. Chaque retrait, chaque date, chaque signature. Vous n'avez pas utilisé le fonds pour moi. Vous l'avez utilisé pour vous-même, pour le toit, la voiture, l'appareil dentaire de Lucas, les courses, les vacances, tout. Les lèvres de maman ont tremblé. Chloé, s'il te plaît, pas ce soir. Je l'ai coupé. Pas ce soir ? J'ai passé des années à rapiécer mes chaussures avec du ruban adhésif pendant que vous étiez assis sur de l'argent qui m'était destiné. J'ai travaillé des doubles quarts, je me suis affamée pendant les examens finaux pendant que vous disiez à tout le monde que je m'en sortais bien. Le visage de papa s'est assombri. Nous avons fait ce que nous avions à faire pour la famille. J'ai rencontré ses yeux. Non, vous avez fait ce qui était le plus facile pour vous. J'étais la famille. Un long silence cassant a suivi. L'horloge a tic-tac une fois, 2 fois. Grand-mère a murmuré, « Oh mon Dieu !» sous son souffle.
Puis grand-père a tendu la main vers le dossier. Il l'a ouvert lentement, parcourant les premières pages. Relevés bancaires, bordereaux de paiement, mes avis de scolarité. Ses mains tremblaient. Quand il a levé les yeux, sa voix était calme mais acérée. Vous avez volé votre propre fille, a-t-il dit à mes parents. Votre propre sang. Les larmes de maman sont venues vite, désordonnées. Nous ne voulions pas lui faire de mal. Vous avez vidé son avenir, a claqué grand-père. Et vous m'avez menti à ce sujet pendant des années. Papa a essayé de parler, mais la colère dans les yeux de grand-père l'a arrêté net. Je vous ai fait confiance, Jean. Je vous ai fait confiance avec sa vie. Pendant un instant, personne n'a respiré. Puis j'ai parlé doucement mais clairement. J'ai déjà déposé une plainte. L'enquête de la banque est ouverte. Ils vous contacteront au sujet du remboursement et des démarches légales. La pièce a éclaté. Papa a claqué sa main sur la table. Tu poursuis tes propres parents? Non, ai-je dit. Je demande des comptes à des voleurs. Il y a une différence. Maman a sangloté plus fort. Chloé, tu ne peux pas nous faire ça. Je l'ai regardé et je n'ai ressenti rien d'autre que de la distance. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Vous ne vous attendiez juste pas à ce que je le remarque. Tante Sophie s'est penchée en avant, chuchotant, « Oh, mon cher Seigneur !» Comme si elle regardait un film qu'elle ne pouvait pas éteindre. Lucas est resté figé, la culpabilité clignotant sur son visage. Grand-père s'est levé lentement, sa chaise raclant le sol. Il a contourné la table et s'est arrêté à côté de moi. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait être en colère que j'ai fait une scène. Au lieu de cela, il a posé une main sur mon épaule. Tu n'as pas à affronter ça seul, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête une fois, la gorge serrée. Je sais. Les yeux de papa ont balayé entre nous, l'incrédulité s'installant. Vous prenez son parti, a-t-il demandé à grand-père. Il n'y a qu'un seul parti ici, a dit grand-père. La vérité. Personne n'a parlé après cela. Le seul son était le lent tic-tac de l'horloge et le léger sifflement de la cheminée. J'ai ramassé le dossier, je l'ai remis dans mon sac et je me suis levé. Mes jambes étaient stables cette fois. Quand j'ai atteint l'embrasure de la porte, maman a appelé à travers ses larmes. S'il te plaît, Chloé, nous pouvons arranger ça. Je me suis retournée une seule fois. Vous ne pouvez pas arranger quelque chose que vous n'avez jamais eu l'intention de garder intact. Dehors, la neige tombait, épaisse, silencieuse, implacable. L'air mordait mon visage, mais ça ne me dérangeait pas. Chaque pas loin de cette maison me semblait plus léger. Dans l'allée, ma voiture était saupoudrée de blanc. Je l'ai brossée avec ma manche, j'ai ouvert la porte et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Le manoir brillait derrière moi, beau et brisé. À l'intérieur, ils seraient assis dans ce silence, face à ce qu'ils avaient fait. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie petite. Alors que je partais, la neige s'est prise dans les phares, tourbillonnant comme des cendres. La maison a disparu dans le rétroviseur, et j'ai murmuré à personne. Tout s'est effondré à nouveau. Mais cette fois, ce n'est pas moi qui me suis brisée. La lettre de la banque est arrivée une semaine plus tard. Enveloppe épaisse, sceau officiel. Je l'ai fixée longtemps avant de l'ouvrir. L'enquête était en cours. Chaque retrait, chaque signature falsifiée, chaque transaction était examinée. Si la fraude était prouvée, la banque a dit que mes parents seraient tenus financièrement responsables. Je n'ai pas souri, je n'ai pas applaudi. La justice ressemble rarement à de la joie. Elle ressemble à respirer à nouveau après des années sous l'eau. Quelques jours plus tard, grand-père a appelé. Il n'a pas posé de questions sur l'affaire. Il a juste dit, il y a quelque chose qui t'attend à la banque. Quand je suis arrivée, le caissier m'a remis un chèque de banque et un mot de sa main, pour ton départ, pas ta survie. 20 000 €. Assez pour soulever le poids sans effacer le souvenir de la façon dont il était arrivé là. J'ai remboursé mes prêts étudiants cet après-midi-là. Regarder le nombre diminuer sur l'écran ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à la récupération du temps qui avait été volé. J'ai ouvert un nouveau compte à mon nom seulement. Pas de signature partagée,
pas de faille, juste le mien. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. J'ai obtenu mon diplôme sous un ciel pâle, portant une casquette empruntée et un sourire qui semblait enfin mérité. Dans la foule, j'ai vu grand-père et grand-mère applaudir pour moi. Mes parents n'étaient pas là. Je me suis dit que je m'en fichais. Et pour une fois, c'était vrai. Quand j'ai traversé cette scène, je ne portais plus leur honte. Seulement mon propre nom et la paix tranquille qui vient après la tempête. Ils disent que la famille est éternelle, mais éternelle ne signifie pas une loyauté aveugle. Parfois, cela signifie savoir quand partir. Je pensais que la force était de rester silencieuse, de maintenir la paix quel qu'en soit le coup. Mais maintenant je sais que le silence ne protège que ceux qui vous blessent. La famille n'est pas les gens qui partagent votre sang. Ce sont ceux qui ne volent pas votre avenir. Si vous avez déjà eu à choisir la vérité plutôt que la famille, dites-moi d'où vous écoutez pour que je sache que je ne suis pas seule. Et abonnez-vous car la prochaine histoire pourrait vous rappeler à quel point vous êtes déjà forte.